Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne matinée, bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est une heure de direct. Vous le savez qu'on retrouvera notre invité politique à 8h aujourd'hui. C'est François de Rugy, réélu et qui sera débriefé par nos éditorialistes Yves Tréhard et Denis Jambard. Dans un instant, le JT des territoires suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires dans un instant. En Gironde, le parti des Républicains n'a donc pas réussi à faire élire un seul député. Alain Juppé n'a d'ailleurs pas souhaité s'exprimer sur ces résultats. Et une image symbolique, hier, le maire de Bordeaux était au salon Vinexpo entouré de 6 nouveaux élus de La République En Marche. Vinexpo qui était inauguré ce lundi par le ministre de l'Agriculture. Le salon réservé aux professionnels du vin qui attire toujours plus de monde mais qui a cette année réduit sa durée de 5 à 4 jours. Preuve d'une perte de leadership face à son concurrent allemand. Franck Poirot pour TV7 en Gironde. 2300 exposants venus de 40 pays, des dégustations commentées dans toutes les langues, c'est indéniable. Vinexpo, le salon réservé aux professionnels du vin, est encore résolument tourné vers l'international. Mais à y regarder de plus près, cet événement a perdu de sa superbe, de son faste par rapport au passé, à tel point qu'il se dit dans les allées qu'on ne fait plus de business ici, mais de la prospection pour l'avenir, bref de la représentation. Un avis partagé par ce négociant bordelais dont l'activité est tournée vers le grand export. Les clients ne se bousculent pas sur son stand, contrairement au passé. Mais effectivement, il faut reconnaître que Provine a pris le dessus sur Vinexpo de manière très précise. La preuve, c'est que Vinexpo a réduit d'un jour maintenant et que Provine va augmenter d'un jour à partir de l'année prochaine. Ils vont passer à 4 jours comme Vinexpo actuellement et ça sera tous les ans, donc et à une meilleure date. Provine, le nom est lâché. Ce salon qui a lieu tous les ans au mois de mars à Düsseldorf en Allemagne a pris le leadership sur celui de Bordeaux. À cette période de l'année, les capteurs commerciaux des acheteurs sont au vert, ils sont au rouge au mois de juin. Provine est même considéré comme un événement incontournable pour le business pour beaucoup d'opérateurs de la filière. C'est le cas de cette vigneronne du Languedoc. Invitée cette année sur le salon, elle n'avait pas remis les pieds à Vinexpo depuis 2003. Je suis ici plutôt pour des échanges, pour des informations, pour parler avec des autres producteurs. Pour un petit domaine, ça reste un peu compliqué, je crois. Trop cher ? C'est très cher. C'est très cher et c'est dominé par des grandes entreprises. Thierry Dessauve, Michel Béthane, deux journalistes français de notoriété spécialisés dans le vin ont monté un partenariat avec l'organisateur du salon. Un stand où ils mettent en avant des petits domaines. Pour Thierry Dessauve, Vinexpo a besoin d'un second souffle pour redevenir leader sur ce type d'événement. Je pense que Vinexpo s'est un peu endormi sur ses lauriers, s'est cru maître du monde. Et puis, voilà, il y a notamment Provine qui s'est développé sagement à l'allemande, méthodiquement, dans une ville facile d'accès, centrale au niveau européen. Mauvaise accessibilité du parc des expositions, bouchons de circulation aux heures des fermetures du salon, hôtels bordelais qui multiplient leur prix par 3 durant Vinexpo. Bref, les raisons annexes pour expliquer la perte de leadership du salon bordelais sont elles aussi nombreuses pour cet autre journaliste spécialiste du vin, Jacques Dupont. Et quand on est leader, on fait des bêtises. On accueille moins bien les gens, on a des exigences, on augmente les tarifs. Et quand il se crée un salon à côté, en Allemagne par exemple, pour ne pas citer Provine, où les gens sont bien accueillis, où l'hôtellerie est bien faite et beaucoup moins chère, et où il y a un service, un vrai service autour des stands, eh bien effectivement les gens partent, ils vont là-bas. Les actionnaires de Vinexpo ont donc décidé de redresser la barre. Il y a quelques semaines, ils ont nommé à la tête du conseil de surveillance, l'organe stratégique du salon, un nouveau président, Christophe Navarre, actuel PDG de Moët & Cie, la filiale spécialisée dans les vins de LVMH. Pour lui, si certaines nouveautés comme cet espace dédié aux vins bio ont été lancées cette année, il faut tout de même aller plus loin et surtout plus vite. Il faut savoir bouger, être en mouvement, un peu réformer évidemment, et voir beaucoup innover. Donc il y a du boulot et je crois qu'il y a une équipe qui est très forte en place et c'est avec cette équipe qu'on va réfléchir. Vinexpo a 2 ans devant lui pour reconquérir sa place de leader mondial sur ce type d'événement professionnel. Il faut peut-être renouveler les fondamentaux d'une marque dont la notoriété n'est plus à faire dans le monde du vin. Ils mettent leur village en vente. Les habitants de Montagne-Fayel dans le Nord ont décidé de mettre symboliquement leur village en vente. En cause, les éoliennes qui encerclent leur commune. Anne Canaan pour EO TV.
Ils ont mis leur village en vente et attendent que le plus offrant des promoteurs se manifeste. La cause n'est autre que les éoliennes qui encerclent montagne Fayel. Si la vente est symbolique, elle n'en reflète pas moins l'exaspération des habitants de ce village, rejoints par des riverains de quelques communes avoisinantes, face aux 50 éoliennes en fonction qui les encerclent. Moi, je suis sous médicaments à cause justement de ça, là. Et c'est le fait du bruit, en fait. J'étais locataire en montagne et j'étais comme dans un petit paradis. Et est apparu les éoliennes et depuis, moi qui étais un convaincu éolien, j'ai changé complètement de façon de penser. Avec les 7 nouveaux parcs en projet prévus dans un rayon de 7 km, Danielle s'inquiète de la dévaluation du prix de sa maison qu'elle occupe depuis 30 ans. Un visiteur qui va arriver pour voir la maison aujourd'hui, obligatoirement va voir tous ces champs d'éoliennes, toutes ces éoliennes. Moi personnellement, je n'achèterais pas une maison avec des éoliennes aussi près. S'ils comprennent le besoin d'une transition énergétique, ce qu'ils réclament à travers leur association, c'est la maîtrise du développement éolien. Ça fait 10 ans déjà que l'Académie nationale de médecine réclame une étude épidémiologique sur les éoliennes, car il existe des risques, il existe un stress pour les riverains, et pour le moment, effectivement, aucune étude ne permet en fait d'évaluer les risques que nous subissons au quotidien. Le maire de la commune ne connaîtra les bénéfices de ces éoliennes que dans 2 ans, mais pour lui, c'est l'avenir du village. Pour vous dire la réalisation, on a eu quand même 4 km de voiries qui ont été renforcées, 350 mètres de haies qui ont été implantées et aussi 3 000 € qui ont été versés à la coopérative scolaire. Je pense que ce n'est pas négatif dans des petites communes comme nous, où on a très peu de revenus, qui pourraient éventuellement permettre de baisser l'imposition locale. Mais ces riverains en colère réclament un moratoire afin qu'une étude sur l'ensemble des parcs éoliens de la Somme soit réalisée. Un témoignage maintenant, celui de Latifa Ibn Ziaten, la maman d'un des militaires français assassinés par Mohamed Merah en 2012. Elle parcourt les routes de France pour raconter son histoire, un modèle du genre sur le thème du mieux vivre ensemble. À Lens, elle a rencontré pas moins de 600 jeunes et Noam Huclin pour EO TV y était. Latifa Ibn Ziaten, maman d'un des militaires français assassinés par Mohamed Merah en 2012. Depuis, elle témoigne, elle sillonne la France pour passer son message de vivre ensemble en insistant sur l'importance de l'éducation des jeunes. C'est à Lens qu'elle s'est arrêtée pour rencontrer les collégiens. C'est eux l'avenir de la France. On doit faire confiance à notre jeunesse. On doit l'aider parce que c'est la lumière et l'avenir pour notre pays. C'est cette jeunesse. Moi, ce qui se passe aujourd'hui, ça ne me fait pas peur, du tout. Parce que vous savez, quand on est rempli d'amour et quelqu'un qui crache de la haine, alors l'amour, elle est plus fort que de la haine. Je parle de ma souffrance et de mon drame et je m'adresse à la jeunesse et je vois quel message que je peux passer à ces jeunes. Tout simplement. Je ne me suis jamais préparée jusqu'à aujourd'hui. C'est ma nature qui est comme ça. Moi, je voudrais qu'il aime la France comme je l'aime moi, qui tende la main à la France, qui respecte les valeurs et qui démarre leur moteur. C'est important. Parce que leur moteur, s'ils ne le démarrent pas, il n'y aura personne pour démarrer leur place. Vous leur avez fait chanter la Marseillaise à la fin. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin en ce moment-là. Je pense qu'on a besoin de cette fierté d'être français et de chanter la Marseillaise. Ça fait de la force et d'avancer. Et quand on la chante, vous savez, moi ça m'a fait des frissons parce que j'aime l'entendre et c'est très important. C'est très important pour nos jeunes. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui disent « on ne sait pas chanter, madame ». Et je dis « mais pourquoi ? On n'a pas pris ». Et c'est pour ça qu'on doit apprendre. Un beau témoignage. Sans transition, on part dans les Vosges. À Laval-sur-Vologne, une usine emblématique de l'économie circulaire. Nova Tissus, c'est 270 salariés qui transforment notamment des briques alimentaires en papier toilette. Une activité novatrice sur laquelle se penche Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions.
On est ici sur un site qui est symptomatique, je dirais, du savoir-faire vosgien, de notre territoire qui est un territoire d'économie circulaire. Les occasions d'un satisfait site général étant rares, profitons-en, qui plus est quand l'ensemble des Vosgiens y participent. À Laval-sur-Vologne, ces spécialistes de la gestion des déchets et de leur recyclage, venus de toute la France, ont visité l'usine Nova Tissu. Ici, on transforme notamment les briques alimentaires en papier toilette. Ces machines en fabriquent 650 000 par jour. Une économie circulaire qui en a inspiré plus d'un. Je suis content d'avoir découvert cette entreprise-là parce que nos produits, nous, on les vend parfois à l'étranger. En l'occurrence, certains de nos produits partent à l'étranger. Je me rends compte que je peux les vendre à des entreprises françaises. Là, on a un gros projet d'harmonisation des consignes de tri sur le département. On va avoir les mêmes consignes de tri sur l'ensemble du département, ce qui va permettre aussi aux usagers d'améliorer, je pense, le tri. Ce sera plus clair pour tout le monde. Incités par les collectivités, aujourd'hui, une grande majorité des particuliers pratiquent le tri au quotidien. Place désormais aux entreprises. Les entreprises vont avoir à trier à la source 5 matériaux depuis 2016. Elles vont avoir à trier aussi les déchets du BTP. Et donc progressivement, je dirais tout le monde va être logé un peu à la même enseigne, devoir avoir les mêmes objectifs de résultats en termes de valorisation, ce qui laisse du champ à l'économie circulaire, c'est-à-dire à la matière de trouver des circuits courts pour être réutilisés, transformés par des industriels et réutilisés localement. Et l'éventail des matières recyclables est large, même si toutes les filières ne sont pas encore structurées. Par exemple, celle du plastique, autre que celui des bouteilles. Il y a beaucoup de résines plastiques aujourd'hui qu'on ne sait pas forcément très bien recycler. On recycle le PET, le PEHD, mais il y a des efforts là-dessus. C'est là-dessus que l'industrie met l'accent aujourd'hui pour trouver de nouvelles filières. Et c'est aussi à nous, je dirais, producteurs de matières premières, de déchets, de massifier davantage la collecte pour permettre à des filières de se créer, de trouver leur équilibre. Avis donc à un industriel qui souhaiterait s'appuyer sur le savoir-faire vosgien en matière de tri. L'œuvre de Renoir revit à Troyes à travers une expo exceptionnelle. Le peintre impressionniste a séjourné à Essois dans l'Aube au début du XXe siècle. À Troyes, le musée d'art moderne accueille une nouvelle exposition qui lui est consacrée. Un autre Renoir, elle s'appelle. 50 œuvres présentées avec la volonté d'explorer autrement les différentes facettes de l'artiste, peintre et sculpteur. Elle est ouverte jusqu'au 17 septembre prochain et Fabien Léger pour Canal 32 y a été. Au musée d'art moderne de Troyes, la presse a été invitée à porter un autre regard sur l'œuvre de Renoir. Je pense qu'il n'y a pas eu une grande exposition comme celle-ci, même à Paris, depuis très longtemps sur Renoir. On voit souvent Monet, Manet, les impressionnistes habituels, mais pas Renoir. Et là, on voit très bien la manière dont l'exposition est présentée, quelles sont les caractéristiques de son travail, à la fois dans les portraits, dans les baigneuses, et dans les bronzes, parce qu'il y a des bronzes exceptionnels qu'on ne voit pas souvent non plus. On a tendance à enfermer Renoir dans une image assez... assez simple, c'est le peintre du bonheur, le peintre des jeunes femmes, du nu féminin. Ici, les 50 œuvres exposées sont regroupées autour de 5 sections, une façon exceptionnelle de présenter les différents aspects de l'artiste et de son lien avec l'art. Quand on parle de Renoir, on a toujours l'image en tête du Renoir âgé avec son chapeau mou, sa barbe blanche. Rarement l'impression d'un jeune Renoir. Et ici, nous avons un des rares autoportraits de 1879, quand il est dans sa trentaine. La dernière section de l'exposition est consacrée aux Picasso et Renoir. Deux noms qui paraissent complètement opposés. Renoir est un petit peu le représentant du 19e siècle et Picasso le chantre de l'avant-gardisme. Et pourtant, Picasso a collectionné 7 œuvres du maître. Et nous avons aussi des sections qui sont consacrées au lien avec la région et notamment avec Essois. Aline Charigot, qui est une jeune femme qui vient d'Essois, il est séduit par cette jeune femme. Et ici, à travers cette maternité, c'est en réalité une sorte d'hommage aux Vierges à l'enfant de Raphaël qu'il faut voir dans un tableau comme celui-là. La dernière exposition d'œuvres de Renoir à Troyes remonte à 1969. En région, c'est très difficile de faire une grande exposition Renoir. Ce sont d'habitude des expositions internationales. Et là, on peut être quand même très fier que Troyes accueille au musée d'art moderne cette exposition Renoir qui est en effet exceptionnelle. Et puis aussi, c'est la dernière grande exposition ici au musée d'art moderne, avant les travaux. Cette exposition coïncide avec l'ouverture de la Maison Renoir à Essois, qui signe le retour des œuvres de l'artiste dans l'Aube chaque été. C'est ce qui va permettre de fidéliser également les visiteurs et leur permettre de découvrir d'autres aspects, d'autres thèmes, d'autres œuvres. L'exposition Un autre Renoir ouvre ses portes au public du 17 juin au 17 septembre. Voilà, fin de ce JT préparé par Soumaya Benaïssa. Dans un instant, le club des éditorialistes, mais tout de suite la une de vos journaux en région ce matin.
Et la presse quotidienne régionale titre évidemment sur les menaces d'attentat, toujours présentes avec l'illustration à Paris de cette tentative d'attentat hier. Les Champs-Élysées encore attaqués. Un homme a projeté sa voiture contre un fourgon de gendarmes hier à Paris. L'attaquant est mort dans le choc. C'est la une de l'Indépendant. Beaucoup de questions ce matin sur la manière dont il s'est procuré des armes. Dans le Parisien, menace à répétition après cet attentat donc à la voiture piégée qui a été déjoué hier sur les Champs-Élysées. Comment expliquer la multiplication des attaques en France et au Royaume-Uni, pose comme question le Parisien. Beaucoup de une aussi sur la composition de la nouvelle Assemblée nationale, avec le courrier Picard en marche vers la nouvelle Assemblée, et puis pour la Dépêche du Midi, et maintenant à Macron de jouer avec une majorité absolue à l'Assemblée. Le président de la République a les mains libres pour lancer ses réformes, sa feuille de route. Pour l'Ouest France, c'est une assemblée rajeunie et féminisée. Et puis pour le Midi Libre, c'est assemblée les femmes en force à la une du Midi Libre. Pour la Provence, que se passe-t-il à Marseille? La droite en plein doute, le PS à l'agonie, FN et La République en marche en embuscade. Ce sont des législatives dévastatrices, comme les appelle la Provence, pour les partis traditionnels qui laissent un paysage politique chamboulé, et la course à la mairie repart déjà de plus belle à Marseille. Pour La Voix du Nord, il a envoyé 5 députés Front National à l'Assemblée. Que se passe-t-il dans l'ex-bassin minier? Pose comme question La Voix du Nord ce matin. Et puis aussi dans la presse quotidienne régionale, la température qu'il fait en France. Dans la montagne, c'est attention à la canicule. En Auvergne, Météo France notamment prévoit des hausses de température pouvant grimper jusqu'à 38 degrés, un record ce jeudi. Le Puy-de-Dôme et l'Allier ont basculé hier après-midi en vigilance orange, comme vous le savez, beaucoup de départements avec des recommandations, des mesures de protection qui sont préconisées pour tous les publics fragiles. Pour le courrier de l'Ouest, c'est faire face à la canicule. L'Anjou est aussi placé en alerte et les professionnels s'organisent. Pour Sud-Ouest, la région écrasée de chaleur. La canicule s'est abattue sur la France et particulièrement aussi sur le Sud-Ouest. Ça devrait durer jusqu'au week-end prochain. Un phénomène rare à ce moment de l'année. J'accueille ce matin pour le club des éditorialistes de la presse quotidienne régionale Guillaume Doyen de la Gazette des communes, des départements et des régions. Bonjour Guillaume, Bonjour. Merci d'être avec nous. J'accueille Olivier Allemand, notre partenaire de Campagne TV, qui diffuse cette matinale d'infos plusieurs fois dans la journée sur votre antenne. Bonjour. Bonjour Cyril, bonjour Olivier, à tous. Merci d'être avec nous. Et Virginie de Kérothème, du Parisien, plus spécialement du Parisien Écho, les pages Écho, que nous accueillons sur ce plateau ce matin. Merci Virginie d'être là. Remaniement ministériel en cours. Édouard Philippe a été chargé de former une nouvelle équipe d'ici demain 18h. Ce nouveau gouvernement se fera sans Richard Ferrand. Le ministre de la Cohésion des Territoires, visé par une enquête préliminaire de la justice, ne sera resté qu'un mois à la tête de son ministère. À la demande du chef de l'État, il briguera la présidence du groupe La République En Marche à l'Assemblée. C'est un poste clé dans le dispositif de la majorité présidentielle. Guillaume Doyen, unique même président d'un groupe aussi important. De 308 députés, oui, c'est une façon assez habile de le faire sortir de l'exécutif où il était susceptible, je dis bien susceptible, de pouvoir avoir à terme quelques ennuis, encore qu'on ne sache absolument rien de la régularité ou pas de l'opération immobilière qui a été montée. Oui, vous le soulignez chaque fois d'ailleurs. On ne le sait pas encore. Hein. Donc il y a ce côté-là. Donc l'exécutif se sort d'un problème. C'est le législatif qui va récupérer ça. Le juge de paix, comme disait le Premier ministre, a tranché. Les électeurs ont élu Ferrand. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf que je trouve que sur la base d'une enquête préliminaire sur une affaire dont on ne sait pas grand-chose, on exfiltre un ministre. Je trouve qu'il y a une espèce de surinfluence politique accordée à la justice. Donc c'est une sanction d'une certaine manière ou pas? Est-ce qu'on rétrograde en devenant président? Non. Alors non, il n'est pas rétrogradé. Important groupe politique. Non, il n'est pas rétrogradé. Il va être beaucoup plus en lumière avec bien plus de pouvoir. D'autant qu'il a beaucoup de bleus, de débutants parmi dans ses troupes. S'il est élu à la tête de ce groupe, donc il aura fort à faire. Bien sûr, non, il n'est pas rétrogradé, si vous voulez. Mais je trouve que dans le système politique général, maintenant, enquête préliminaire, il faut sortir un ministre. Je trouve ça un peu regrettable, quoi. Des bleus qui ont été accueillis hier à l'Assemblée nationale, pour la plupart par François de Rugy, qui sera notre invité tout à l'heure, député réélu de Loire-Atlantique, qui est d'ailleurs candidat, lui, à la présidence de l'Assemblée nationale. Virginie, je voulais que vous nous disiez, Virginie de Kérothème,
Ça, c'est-à-dire que le Parisien, depuis le départ, notamment Jean-Louis Picot, qui vous représente souvent sur ce plateau, disait il ne pourra pas rester au gouvernement, Richard Ferrand. Lui, c'était sa conviction qu'effectivement, il y a quand même une suspicion. Vous avez beau dire qu'effectivement la justice l'emporte là, d'une certaine façon, mais il y a quand même une suspicion dans ce climat après l'affaire Fillon qui faisait que c'était difficile, surtout avec cette loi de moralisation, tant qu'il y a cette suspicion qui pèse sur M. Ferrand, c'était compliqué pour M. Macron de le garder. Or, il a été réélu dans sa circonscription, donc il ne pouvait pas du coup le sortir. Donc c'est une façon un petit peu pour Macron de le garder quand même dans son équipe, avec un rôle important, tout en l'enlevant du gouvernement. Des fidèles parmi les fidèles du président de la République. Oui, donc c'était, je pense, on l'a eu d'ailleurs sur ce plateau régulièrement. C'est assez révélateur aussi de la méthode Macron, quelque part. C'est-à-dire que malgré tout, avant... La règle voulait qu'il fallait attendre la mise en examen pour pouvoir sortir quelqu'un. Là, on a un président qui décide et qui a effectivement décidé, non pas de sanctionner, je suis d'accord avec Guillaume, mais bon, il n'empêche, d'écarter pour éviter que ça ne le touche de trop près si d'aventure les faits sont avérés. Était-il qualifié pour s'occuper des territoires, Guillaume Doyen, le profil politique de Richard Ferrand? C'est pas la cohésion des territoires. Il a été élu local, c'est pas un grand spécialiste du sujet, mais on pouvait lui faire confiance pour mener correct. D'abord, il n'avait pas tout ce qui concerne les territoires. Par exemple, c'est pas lui les fonctionnaires territoriaux. C'était le ministère de l'Intérieur. C'est Darmanin. Les comptes publics. Comptes publics, voilà. C'est ça. Donc, et quant à l'aménagement, éventuellement, la façon, le redécoupage, ça pouvait retomber dans l'escarcelle du ministre de l'Intérieur de Collomb. Donc, il avait pas tout. Il était ministre de la ville, notamment, c'est important, mais il ne couvrait pas tout le spectre qui concerne la décentralisation, si vous voulez. On sait qui va reprendre ce ministère, on a une idée ou pas? Non. C'est beaucoup plus souple, au fond, de répondre à des actes de justice quand on est président de groupe, même s'il y a 308 députés, que c'est compliqué à tenir, que quand on est ministre. Oui, alors, en fait, vous passez... vous vous éloignez du président, si vous voulez. Là, c'est ça qui s'est produit et qui est quand même... Je le maintiens, vous avez raison, c'était difficile à tenir. C'est quand même regrettable qu'une enquête préliminaire qui n'est pas grand-chose fasse dégager un ministre. C'est une forme de jurisprudence, quoi. Je trouve qu'on est non plus dans le domaine de ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, mais dans le domaine de la morale, confondu avec le domaine de la justice. Et c'est très ennuyeux, parce qu'il n'y a pas de limite à la morale. Chacun la voit où il le veut, et ça n'a absolument rien à faire dans le domaine de la justice, qui est celle du droit, etc. Juste après, ce qui va être intéressant sur le remaniement de demain, c'est de savoir comment il va équilibrer ou rééquilibrer les positions avec les différents éléments de cette nouvelle majorité. Est-ce qu'il va donner le secrétaire d'État plus à des gens issus de la droite et du centre plutôt que... Surtout qu'on peut dire ce matin que ça va aller au-delà d'un remaniement technique. On sait maintenant que ça sera un peu plus large. Forcément, le départ d'un ministre aussi important que Richard Ferrand crée un appel d'air. Et on va voir à quel ministère sont rattachés les secrétaires d'État et s'il y aura aussi des secrétaires d'État qui vont être rattachés directement au Premier ministre. Voilà. C'est aussi l'anti-François Bayrou, non, Richard Ferrand, un peu là, parce qu'on n'entend pas François Bayrou depuis le résultat. Non, c'est curieux. Très curieux. C'est curieux. Il nous réserve quelque chose. Il a un groupe important. Il a un groupe important, mais il n'a pas besoin du groupe MoDem pour pouvoir gouverner Emmanuel Macron. Donc ça aussi, c'est quand même important moi, je dans le silence de Bayrou aujourd'hui. Je ne sais pas si Bayrou est satisfait de ce... C'est vrai que renaît un groupe MoDem tout à coup à l'Assemblée. Bon, c'est inattendu. Il y a peut-être une quarantaine de députés. Je pense qu'on pouvait s'attendre à un peu plus, finalement. Donc, voilà. Et puis surtout, le MoDem, comme vous l'avez dit, En Marche n'a pas besoin, du MoDem. Donc, vous prédisez une possibilité de sortie du gouvernement de François Bayrou ou pas? Pas de suite, en tout cas. Pas durant les premiers mois. Moi, on attend qu'il se fâche d'abord, pour de bon. Voilà. La réélection de Manuel Valls cristallise les tensions. La candidate Farida Amrani de la France Insoumise entend déposer des recours, d'abord, et dénonce une campagne de haine. Guillaume Doyen, vous êtes ancien patron des éditions départementales du Parisien. Dans l'Essonne, ça va si mal que ça? Non. Là, si vous voulez, Madame Amrani a fait monter énormément... la tension autour de cette affaire, exigeant un recompte de bulletins qui, on le sait, sont détruits à l'issue du premier compte. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. Diffusant une image vidéo de 2 de ses partisans qui sont poussés dehors par la police municipale. Oui, mais Manuel Valls a alimenté un peu ça en allant tout de suite à l'Assemblée hier,
l'air de dire, voilà, j'ai été élu. Alors que là, il n'est pas encore officiellement député. Il n'est pas encore officiellement député, j'y vais. Oui, il a presque accentué la focalisation là-dessus, non ? Il y a un très fort climat de tension. On ne peut pas dire que Manuel Valls en soit le responsable. Il me semble que la France Insoumise, là, a joué une carte qui est celle de la tension. Vous aviez aussi Olivier Allemand, Virginie Il a cristallisé... C'est vrai que ce duel-là a cristallisé quand même les passions. Hein. C'est vrai que Manuel Valls ne voulait pas non plus être suivi par les journalistes. Il voulait faire sa campagne un peu en catimini. C'est vrai qu'il y a eu un climat qui est très tendu et que la France Insoumise a joué de la commedia dell'arte. Moi, c'est vraiment, on va dire, scandaleux de fonctionner comme ça en démocratie. Il faut accepter les règles, quoi. Olivier Allemand, 13 députés agriculteurs dans la nouvelle Assemblée. Alors évidemment, vous êtes qualifié pour nous en parler. Leur profil rapide. Alors il y en avait 126 au départ, il faut le savoir. Il y en avait 31 qui avaient résisté au premier tour. Donc comme vous le disiez, il y en a 13 qui ont été élus. Alors évidemment, parmi certains, on en connaît. Hein. Évidemment, chez les Républicains, il y a Christian Jacob, qui est là aussi le chef de file des députés Les Républicains. Il y a un autre Républicain qui est Antoine Heurt, qui est alsacien. Chez le Parti Socialiste, donc il y a Dominique Potier. Ça, c'est pour ceux qui sont restés, évidemment. Il y a des Modem et des agriculteurs de la République En Marche qui ont été élus. Donc, évidemment, ils sont plus jeunes, là aussi, hein, évidemment, ils suivent le même profil. Par contre, on n'a pas de femmes. Donc là aussi, il n'y a pas de femmes agricultrices qui ont été élues. Mais parmi le profil de ces plus jeunes agriculteurs, il y a Nicolas Turquois, par exemple, qui a 44 ans, qui est député du Nord-Vienne, maintenant néo-député du Nord-Vienne, donc agriculteur. Et Jean-Baptiste Moreau, là aussi, qui a la quarantaine pour la République En Marche, et qui est là agriculteur à Holland, c'est-à-dire vraiment dans la Creuse profonde. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs agriculteurs, des chefs d'entreprise ? Alors là, je serais tenté de vous dire qu'ils le sont tous automatiquement, parce qu'effectivement, aujourd'hui, être chef d'exploitation agricole, c'est être chef d'entreprise. Ouais. Virginie de Kerotem, à propos d'entrepreneurs, vous avez Thierry Breton à la une de vos pages éco aujourd'hui, sa vision sur les prochaines innovations et leur portée. Alors Thierry Breton revient dans l'arène, on parlait de lui pour le gouvernement, il vous a fait des confidences ou pas là-dessus ? Non, on a bien essayé de l'en soutirer, mais non, il nous a rien dit. Il nous a dit que pour le moment, il était très bien là où il était, que le gouvernement, d'après lui, est parfait tel qu'il est, et qu'il ne faut pas le toucher. Donc de ce côté-là, on n'a pas eu d'infos. En revanche, il a donné un peu plus sa vision sur l'innovation. On était la semaine dernière au moment du salon Vivatech, dédié à l'innovation. Donc il nous a évidemment adapté les contrats de travail à la nouvelle génération aussi. Et ça a été un peu l'info importante où il considère qu'aujourd'hui, les jeunes, en tout cas ceux qui rentrent chez Atos, c'est un constat qu'il a fait, certains veulent plutôt des contrats adaptés à un projet sur un temps court, de façon à pouvoir être libres d'exercer leur créativité dans d'autres projets pour d'autres entreprises ou d'autres projets personnels. Et il a cité cet exemple en disant on peut être aujourd'hui coach de gym le matin, on peut être chanteur de comme Guillaume Doyen, avant la matinale. Et informaticien l'après-midi. Et donc du coup, c'est adapter des contrats de travail, évidemment en fonction de la législation du travail, mais sur des projets et sur des temps courts. Donc ça, c'est effectivement une notion importante qui est un bouleversement pour les entreprises, notamment en France, parce qu'évidemment, c'est dans la culture, c'est pas du tout ce à quoi elles sont habituées. Donc c'est un vrai changement. À la une du Parisien Éco, les entrepreneurs et la vision de Thierry Breton. Anticiper comment les technologies vont changer la vie. Voilà, changer la vie avec des technologies. Guillaume Doyen, changer la vie des départements de la petite couronne qui vont peut-être disparaître. Les métropoles vont absorber ça, c'est ça l'idée. C'est en tout cas une possibilité. Il y a le modèle lyonnais que vous connaissez. Sur son territoire, la métropole de Lyon a absorbé toutes les compétences départementales et a repris tous les fonctionnaires qui en étaient chargés. Donc est-ce qu'on va faire la même chose à Marseille ? Est-ce qu'on va faire la même chose à Strasbourg ? Et dans d'autres métropoles assez puissantes pour absorber ces compétences-là, qui sont des compétences sociales, où il y a à chaque fois plusieurs milliers aussi d'agents à reprendre. C'est un souhait de Macron, il l'a exprimé déjà. Difficile, c'est très difficile. Il va y avoir des oppositions locales assez fortes, parce que c'est à chaque fois des réformes complexes qui mobilisent toutes les énergies. Et puis enfin, il y a le cas de Paris, le cas de l'Île-de-France, qui est très particulier, avec une métropole qui ne sert pas à grand-chose pour l'instant, qui a quasiment pas de budget, et les trois départements de petite couronne qui c'était la rumeur qui courait, qui pourrait être amené à fusionner selon les vœux du gouvernement. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de Paris en tant que tel ? Quel délai, là Je ne sais pas. Je pense qu'il va aller avec la plus grande prudence là-dessus. D'autant que vous n'avez toujours pas un périmètre logique si vous faites une métropole à l'échelle de la petite couronne. Ça ne veut pas dire grand-chose. Vous n'avez pas Roissy, par exemple. Mais si vous avez Roissy, du coup, vous êtes presque aussi gros que la région. Et du coup, la région n'est pas contente. Merci. Guillaume Doyen de la Gazette des communes, des départements, des régions, Olivier Allemand de Campagne TV et Virginie de Kerotem du Parisien Éco. On passe à la météo. Le temps qu'il fait en France aujourd'hui, très chaud, vous vous en doutez.
La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Oui, et vous avez vu ces chaleurs, alors prudence, on passe au zap. Élysée, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. Merci à tous, on l'a fait. La République En Marche remporte la majorité absolue avec 308 députés élus, 350 en ajoutant les sièges du MoDem. Ça veut dire en même temps humilité, parce qu'on sait que ça va pas être si simple et si facile, on va pas pouvoir régler tous les problèmes. C'est la plus belle de mes 3 victoires aux élections législatives, parce que c'est sans doute celle qui était la moins écrite à l'avance. Le Parti socialiste, lui, est balayé. Les Républicains et l'UDI deviennent la première force d'opposition avec 137 sièges. Il avait décidé de faire exploser la gauche. Il y est arrivé, probablement au-delà de ce que l'on imaginait. Le triomphe d'Emmanuel Macron est incontestable. La défaite de la gauche est incontournable. La déroute du Parti socialiste sans appel. Du côté des ministres du précédent quinquennat, eh bien, ils sont pour la plupart battus. Najat Vallaud-Belkacem, Marisol Touraine ou bien encore Myriam El Khomri. Un grand nombre de nos électeurs, les électeurs de gauche, ont été désorientés par le quinquennat dont on sort. Ils me l'ont dit. Quand on voit une gauche aussi éclatée, une droite qui ne sait plus exactement où elle est, on se dit ça fait pas envie. Encore une fois, on revient à l'abstention. Pourquoi aller voter sur ce vieux clivage vintage ? Le Front National en a pris un sacré coup dans la tête. Et qu'il va falloir maintenant réfléchir très sérieusement au fonctionnement du mouvement et à la manière dont on doit s'organiser. Avec seulement 8 sièges remportés hier, le parti ne peut prétendre à un groupe parlementaire. La victoire est donc amère. Je ne perds pas du tout de vue cet objectif de pouvoir, au cours des prochains mois, constituer un groupe au sein de l'Assemblée nationale. Manuel Valls, lui, sauve sa tête sur un fil. Sa victoire est d'ailleurs contestée par son adversaire. 15 minutes plus tard, Manuel Valls lui-même descend de son bureau, place ses supporters derrière lui et annonce sa victoire finale. Ce soir, je suis élu avec 50,3% des voix et pour être précis, avec 139 voix d'avance. Sur le fil, 50,3% au dernier bureau de vote. Dernier bureau de vote d'où ? De Évry. Dans Évry, on le bat, il paraît de 12 Oui, voix. mais le dernier bureau de vote de la Circo, il fait 50,3. Ah ouais, chez les mecs de droite, là, où ça bouge. Vous comprendrez qu'un 49.3 électoral, c'est pas possible. Comme par hasard, sur ces bureaux-là, il y a une marge énorme. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Bon, allez, au revoir. Pour nous, il est difficile, en tout cas, de constater la victoire de l'ex-premier ministre. Donc nous, on la revendique aussi et on fait un recours très rapidement. Droit et respecter le code électoral. Qui dit qu'il ne faut pas vous considérer comme étant élu. C'est elle qui le dit, ce n'est pas nous. Alors répétez-le, je suis élu. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Et l'invité politique ce matin de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale qui diffusera cette interview sur tous ses sites en fin de matinée, c'est François de Rugy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député réélu de Loire-Atlantique sous l'étiquette La République En Marche. Et pour vous interroger ce matin à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc pour Public Sénat. Bonjour Gilles, merci d'être là. François de Rugy, des gendarmes attaqués sur les Champs-Élysées hier au cours d'une tentative d'attentat. Le père et l'épouse et 2 autres membres de l'entourage sont en garde à vue. Comment vous expliquez la multiplicité des attaques terroristes ?
Nous savons bien que la mouvance... France, Angleterre. Oui, cette mouvance djihadiste internationale qui existe partout dans le monde. Ces attentats, il y en a eu de très violents en Afghanistan, il y en a en Irak, et il y en a en France, en Grande-Bretagne, dans beaucoup de pays d'Europe. Donc nous savons bien que pour y faire face, c'est à la fois un travail en amont de renseignement, mais que lorsqu'il y a des personnes qui décident sans doute seules dans leur coin de tenter une attaque, c'est beaucoup plus difficile à repérer. Problème ce matin, il était armé et toute la presse quotidienne régionale en parle aussi. Ensuite, il y a l'attention de tous les instants et la réactivité. Mais comment a-t-il pu se procurer des armes? Comment passer entre les mailles de ce filet, pourtant réputé compliqué? C'est un travail de fond qui est mené déjà depuis plusieurs années de lutte contre le trafic d'armes. Et en Europe, on sait qu'il y a eu ces dernières années du relâchement et parfois une recrudescence du trafic d'armes. La personne abattue, qui était donc l'agresseur, était connue. Fichier S avec un port d'armes. Comment on peut expliquer ça? Mais vous savez très bien que c'est pas parce que vous êtes fiché S que... Mais ça veut dire que ça sert à rien d'être fiché S? Bien sûr que si. Quand on peut se procurer des armes, quand on peut passer à travers les mailles des filets de la police, quand on peut avoir des explosifs dans la voiture, à quoi ça sert? Est-ce qu'il faut rénover ça? Il faut resserrer les mailles du filet. On prenait cette image du filet. Oui, il faut tout le temps resserrer les mailles du filet. Nous allons d'ailleurs sans doute prendre de nouvelles dispositions législatives, qui sont critiquées d'ailleurs par d'autres, qui considèrent au contraire qu'on fait trop de surveillance. Quand on fait du renseignement, on nous dit qu'on fait de la surveillance. Et puis quand les fichiers S, en gros, il y a d'autres personnes qui vont demander que tous les fichiers S soient incarcérés. Il y a une question à laquelle personne n'a encore répondu, c'est qu'est-ce qu'on fait des fichiers S? Mais vous voyez bien que c'est une surveillance avec différents degrés de surveillance, avec une évaluation des personnes, mais il n'y a pas un policier qui est en permanence en filature derrière chaque fichier S, sinon on n'y arriverait pas. Et vous savez bien qu'à l'intérieur des fichiers S, eh bien, on va déjouer, il y a déjà eu plusieurs tentatives d'attentats qui ont été déjouées, il faut aussi le rappeler, heureusement, les services de police, de renseignement, la justice permet d'agir parfois en amont. Et parfois, malheureusement, il y a des personnes qui réussissent constitutionnaliser l'état d'urgence, c'est indispensable? Moi, j'étais tout à fait favorable au fait qu'il y ait un cadre constitutionnel pour l'état d'urgence, et je regrette qu'à l'époque, des manœuvres politiciennes aient empêché cela. Et puis, par ailleurs, il y a des mesures législatives à prendre. Il y en a à prendre maintenant, comme il y en a eu de prises, et il y en aura sans doute d'autres, parce qu'il faut sans cesse adapter, en tout cas régulièrement, adapter notre arsenal législatif, policier, judiciaire, pour faire face à cette menace qui est émouvante, avec des personnes qui utilisent tout le temps les nouvelles techniques, qui vont être branchées sur du trafic d'armes, que là aussi, contre lequel il faut lutter. Donc il faut aussi y mettre des moyens. Vous savez que nous avons proposé de renforcer la police, d'avoir 10 000 recrutements dans la police. C'est aussi ce qui permet de lutter contre ça. C'est aussi Richard Ferrand qui quitte le gouvernement pour se présenter à la tête du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. C'est une exfiltration punition pour vous? Je crois qu'être président du groupe majoritaire qui comptera plus de 300 députés à l'Assemblée nationale, qui pour la quasi-totalité sont des nouveaux députés et des nouvelles députées, c'est un rôle et c'est une mission extrêmement importante. Et pour laquelle Richard Ferrand a, à mon avis, toutes les qualités. Pourquoi avoir été ministre pendant 30 jours si c'était le bon profil, le bon casting pour présider le groupe? Parce que c'est déjà arrivé dans l'histoire de notre République. Nous avons un peu cette bizarrerie en France qu'on nomme un gouvernement avant les élections législatives. Je vais vous dire, moi j'ai une proposition simple à faire, c'est de mettre les élections législatives et l'élection présidentielle le même jour. Comme ça on arrêtera de pleurer. C'est le régime présidentiel? Non, pas du tout, c'est l'équilibre parfait entre les élections. Il n'y en a pas une qui prend le pas sur l'autre. Mais surtout, ça permettrait d'avoir un taux de participation élevé et de ne plus avoir l'abstention très forte qu'on a aux législatives 5 semaines après l'élection présidentielle. Et ça permettrait d'avoir un gouvernement qui serait nommé sur la base de la majorité parlementaire, alors qu'aujourd'hui, on est obligé de nommer un gouvernement en quelque sorte transitoire avant de connaître la majorité parlementaire, la répartition des responsabilités. Est-ce que ce n'est pas tout simplement un président de la République qui prend les devants parce que son ministre risque d'être mis en examen? Mais je sais bien qu'on veut tout le temps interpréter les choses en disant il y a des intentions. Il y a Richard Ferrand, il avait déjà été évoqué, son nom avait déjà été évoqué pour être président du groupe à l'Assemblée nationale, avant même les élections présidentielles, avant les élections législatives. Et donc on savait très bien que c'était une des personnalités du mouvement En Marche, qui en est un des fondateurs, une des chevilles ouvrières, il en est secrétaire général, il connaît beaucoup des nouveaux députés, il est sans doute un des rares d'ailleurs qui connaît la plupart des nouveaux députés, et donc il a vraiment toutes les qualités pour être un bon président du groupe. Richard Ferrand vient de déclarer il y a quelques minutes chez
des confrères qu'il n'était pas question qu'il bénéficie d'une immunité parlementaire en cas de Là aussi, ça, c'est des petites polémiques qu'on pourrait sans doute... si la justice souhaite l'entendre. On peut s'attendre à d'autres départs du gouvernement là, dans les heures qui viennent? Écoutez, François Bayrou, par exemple, c'est une hypothèse pour vous? Emmanuel Macron, depuis qu'il est élu président de la République, je crois qu'il a montré une grande maîtrise dans beaucoup de domaines, et notamment dans sa communication. Alors je vois bien que ça frustre un certain nombre de journalistes qui étaient habitués à un autre président, François Hollande, qui lui parlait beaucoup avec les journalistes. Et moi, je préfère un président de la République qui ne dévoile pas ses intentions au dernier qui passe dans son bureau, qui n'est pas avec tout le temps à communiquer à tort et à travers. François de Rugy, on aimerait avoir votre sentiment personnel. Est-ce que François Bayrou doit quitter le gouvernement parce que lui, il est empêtré quand même dans l'affaire des soupçons fictifs d'emploi fictif au sein du MoDem. Pareil pour Richard Ferrand. Vous, ça, c'est autre chose. Votre conviction intime, est-ce qu'ils peuvent rester? Mais ça, c'est autre chose. Est-ce que certains peuvent rester? Marielle de Sarnez, François Bayrou. C'est le président de la République qui nomme les ministres au gouvernement, donc c'est lui qui prend les décisions. Et moi, je trouve que nous, les députés, les responsables politiques, on devrait s'éviter là aussi de surcommenter des suppositions et non pas des décisions. Et par ailleurs, François Bayrou, il y a une enquête préliminaire, donc la justice suit son cours, elle déterminera, c'est ça le but d'une enquête préliminaire, de savoir s'il y a des choses qui mériteraient une enquête judiciaire. C'est François de Rugy, député réélu de Loire-Atlantique, qui est notre invité ce matin. François de Rugy, vous êtes candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Quelles sont vos chances? On parle d'une femme, on dit qu'Emmanuel Macron voudrait voir arriver une femme au perchoir. Mais là aussi, moi, je ne vais pas commenter des suppositions, etc. Moi, je ne suis pas un commentateur. Quelles sont vos chances? Vous pouvez les mesurer, ça, moi, ce que j'ai dit simplement, c'est que je proposais, je le fais en toute transparence, je propose ma candidature au groupe La République En Marche, qui est le groupe majoritaire. Et si le groupe proposait ma candidature à l'Assemblée nationale, ensuite au vote de l'Assemblée nationale. C'est pour faire quoi, alors? Avec par ailleurs, je pense que j'ai à la fois l'expérience pour présider l'Assemblée nationale, parce que je suis député déjà depuis 2 mandats et que j'ai exercé différentes fonctions à l'Assemblée. Ensuite, j'ai fait un certain nombre de propositions depuis de nombreuses années qui sont cohérentes avec l'élan réformateur qu'Emmanuel Macron veut imprimer partout dans le pays, y compris à nos institutions. Les questions, en effet, de transparence de l'Assemblée, je me suis beaucoup battu là-dessus, il y a encore des progrès à faire, au-delà de la loi, parce que ce sont des décisions propres à l'Assemblée. Le fonctionnement de l'Assemblée, la procédure législative et parlementaire qui, à mon sens, est beaucoup trop longue et dans laquelle on s'enlise. La réduction du nombre de parlementaires? La réduction du nombre de députés. J'avais moi-même fait une proposition de loi en ce sens il y a quelque temps. La réduction du cumul dans le temps. 3 mandats maximum. Je me l'appliquerai à moi-même. Je suis moi-même dans cette situation. C'est mon 3e et dernier mandat. Je l'ai dit à mes électeurs à Nantes pendant la campagne législative. Et puis également la question de l'introduction d'une dose de proportionnelle. Ça fait beaucoup de réformes. Est-ce que c'est cohérent de vouloir une baisse? Pour réformer l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est cohérent de vouloir une baisse du nombre de députés? Combien? 400 par exemple? Et l'introduction d'une dose de proportionnelle, 10% de proportionnelle, franchement, ça ne changerait pas le paysage politique à l'Assemblée. Réduire de 30% le nombre de députés à l'Assemblée nationale, nous sommes 577 aujourd'hui, si vous enlevez 30%, nous arrivons en effet autour de 400, c'est un changement important. Ça veut dire une dose de 10% de proportionnelle sur 40. Et en plus d'avoir une représentativité sur 40 députés, c'est pas énorme. L'introduction de la proportionnelle qui permettra de rééquilibrer pour les courants politiques qui n'ont pas eu d'élu au scrutin majoritaire. Je note d'ailleurs qu'avec le scrutin majoritaire, avec son côté amplificateur que tout le monde connaît ou connaissait avant, il y a quand même aujourd'hui à l'Assemblée nationale une diversité puisque nous aurons comme députés de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon en passant par justement, vous sentez les épaules pour contenir des leaders comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, qui vont faire entendre leur voix fortement, dit-on. Ça, on peut leur faire confiance. Vous sentez faire entendre leur voix, et c'est bien normal. Ça, c'est la démocratie. En revanche, là où il faudra évidemment être extrêmement clair, c'est le fait que l'Assemblée nationale n'a pas à être un lieu déstabilisé par des gens qui voudraient ne pas respecter les règles ou ne pas avoir un débat normal. Chacun est libre de tout ce qu'il dit dans l'hémicycle. Il y a liberté absolue, évidemment, d'expression dans l'hémicycle. Mais en revanche, il faut que les débats puissent être conduits et qu'on puisse avancer sur les textes de loi. François de Rugy, dans votre vision du Parlement, avec les réformes que vous proposez, quel rôle vous verriez pour un futur Sénat? Je pense, moi j'ai toujours été favorable au fait qu'il y ait 2 chambres.
qui est l'Assemblée nationale et le Sénat, élus de deux façons différentes. D'ailleurs, la question de la proportionnelle au Sénat se pose également. D'ailleurs, elle existe pour une part. Elle n'existe pas pour la totalité, mais elle existe pour une part. On pourrait imaginer qu'elle soit d'ailleurs généralisée. En tout cas, la réduction du nombre de sénateurs, c'est aussi parmi nos engagements. Donc 30% de sénateurs en moins, on passerait de 320, je crois, ou 322, à un peu plus de 200. Voilà, ça, ce sont des engagements précis. Et puis, il y a la question de la navette parlementaire. Moi, j'ai fait un certain nombre de propositions, mais il faudra bien sûr en discuter. Je crois que tout le monde gagnerait. Les députés, comme les sénateurs, et surtout l'efficacité politique. Oui, mais la navette, elle est limitée. On l'a vu avec les lois sur le terrorisme, etc. Tout est passé en urgence. Donc finalement, la navette parlementaire en soi, est-ce qu'elle a encore du sens? Ce sont des exceptions. Sur la représentation... Nous avons souvent 3 lectures à l'Assemblée, 3 lectures au Sénat. Et comme à l'Assemblée comme au Sénat, nous avions un examen des textes en commission mais et la en séance, ça en fait 6. procédure d'urgence permet de se passer de la navette parlementaire. Mais sur la représentation à l'Assemblée, il y a les écologistes qui ont quand même été complètement balayés. Il n'y a plus qu'un seul élu étiqueté écologiste par le ministère, enfin qu'il emportait. Alors ça vous fait sourire, vous avez quitté les Verts. Je souris parce que d'abord... Vous êtes parti au bon moment ? Non, mais je ne crois pas que ce soit la question de savoir qui est écologiste ou pas. Je pense que dans le groupe La République En Marche, il y a beaucoup de députés qui ont une sensibilité écologiste. Certains, comme moi, qui sont sortants, qui ont déjà été élus, mais d'autres, des nouveaux. Il faut dire que je connais Mathieu Orphelin, qui a été élu à Angers, et qui est très proche de Nicolas Hulot. Je connais Madame Lefeur, qui a été élue à Morlaix, qui est une jeune agricultrice de 26 ans, spécialiste de l'agriculture biologique. Ça veut dire que le Parti des Verts, en tant que tel, est mort ? Ah ben c'est sûr que Europe Écologie Les Verts a fait des choix qui sont ceux de la marginalisation. Et donc ça conduit, le résultat est écrit d'avance, c'est évident. Et d'ailleurs, Éric Alauzet, qui a été élu, il est peut-être encore formellement membre d'Europe Écologie Les Verts, mais il a été élu parce qu'il était soutenu par La République En Marche. Et d'ailleurs, j'étais très heureux de ce choix. C'est un excellent député. Je suis très heureux qu'il soit réélu. François de Rugy, une question d'actualité, parce que maintenant, ce sont les réformes et les chantiers à venir pour le gouvernement. Le Conseil d'orientation des retraites ne prévoit pas d'équilibre financier du régime avant 2040, si rien n'est fait. Or, quand on regarde la réforme prévue par le candidat à l'époque, Emmanuel Macron, il ne prévoyait que un changement dans le mécanisme des retraites. Là, ça ne va pas suffire. Emmanuel Macron ne prévoyait que, je vous rappelle que c'est la convergence entre tous les systèmes de retraite, pas grand-chose et sur notamment la suppression de tous les régimes spéciaux. Rien sur l'âge, par exemple. Les régimes spéciaux, c'est parfois des différences d'âge, justement, et qui ont donc un coût pour le régime général, et faire converger l'ensemble du système, c'est à la fois de l'égalité... Que ça peut suffire à rééquilibrer. C'est un levier extrêmement important. François de Rugy, vous avez accueilli de nouveaux députés, des jeunes, beaucoup de jeunes. Dès hier, oui. Dès hier, je sais, vous avez fait partie de ceux qui les ont accueillis. Quels conseils vous allez donner à ces jeunes députés qui arrivent, qui ne connaissent pas forcément les D'abord, je leur dis qu'il faut démystifier un peu les choses, dédramatiser, parce qu'on entretient l'idée que l'Assemblée nationale serait une espèce de boîte noire dont on ne connaîtrait pas bien les us et coutumes. Il y aurait les règles écrites, mais il y aurait des us et coutumes. Non, il faut arrêter avec cela. Il y a un règlement et il y a des façons d'acquérir très rapidement quelques réflexes pour être efficace et pertinent dans les débats. Et je leur dis par ailleurs, faites des choix. Évidemment, il faut être à l'Assemblée nationale, mardi, mercredi, jeudi. Voilà, quand on a choisi d'être député, on partage sa semaine entre l'Assemblée nationale en milieu de semaine et le reste dans sa circonscription. Il faut garder cet équilibre d'ailleurs. Et puis ensuite, il faut forcément préparer un peu plus certains textes, ne pas vouloir intervenir sur tous les textes tout le temps, parce que ça, évidemment, ce serait totalement inefficace. Vous les trouvez comment, ceux que vous avez accueillis? Je pense qu'ils sont pleins d'énergie. Ce sont des députés qui ont envie de faire des choses et donc ils seront actifs à l'Assemblée nationale et je pense qu'ils sont en plus tout prêts à apprendre les quelques éléments qui leur permettront d'être efficaces rapidement. Véronique. À propos de l'arrivée de nouveaux, on attend la composition du nouveau gouvernement. Est-ce que vous êtes pour l'entrée de nouveaux membres des Républicains? Très vite. Et là aussi, on parle de l'arrivée de Jean-Pierre Raffarin, par exemple. C'est le président de la République qui décidera. Et je pense que vous pourrez continuer à faire un certain nombre de spéculations et vous serez fixé mercredi à 18h. C'est François de Rugy, député réélu de Loire-Atlantique, candidat à la présidence de l'Assemblée nationale, qui était notre invité ce matin. Merci François de Rugy. On passe au débrief de vos propos dans un instant.
Voilà, François de Rugy quitte notre plateau et comme chaque mardi, c'est Denis Jambard. Denis ce matin, Sud Radio. Bonjour Denis. Bonjour, et Yves Tréhard, bonjour le directeur adjoint de la Cyril, rédaction du tous. Figaro, Verte, qui fait toque blanche. son entrée. Bonjour Yves Tréhard. Il veut figurer dans la reprise du quotidien. Bon, les unes de la presse quotidienne régionale ce matin et nationale, bien sûr, ce sont les menaces à répétition, le terrorisme encore et toujours. Comment est-il possible de se procurer des armes quand on est fichier S, et que fait-on des fichiers S? C'est pas la question. Yves Tréhard. C'est pas la question, Cyril Viguier. La question, c'est que il a un permis de port d'armes et que en novembre 2016, il est contrôlé. Enfin, le club de tir dans lequel il va s'entraîner. Oui, on a entendu une interview du président du club de tir. Est contrôlé par 2 gendarmes qui viennent là. Donc. Et comment est-ce possible? Non, mais dès que le contrôle a lieu et que le type est fiché S, normalement, on devrait tout de suite lui retirer son port d'armes. Et voilà. C'est ça qui est incompréhensible. En plus, l'enquête de voisinage semble montrer qu'il y a quand même guère de doute sur l'ancrage islamiste de l'intéressé. Donc là, en fait, on se pose toujours les questions. À chaque fois, il y en a assez de se poser toujours ces questions-là. Les renseignements sont là. Les présomptions, je dirais, de passage à l'acte ou de radicalisation existent. Donc maintenant, il suffit d'agir, quoi. Il faut arrêter. Denis Jambard, que doit-on faire? Que pouvons-nous faire avec les fichiers S? C'est ce que vient de dire Yves. S'en servir. Là, en l'occurrence, c'est assez simple. Fichier S, port d'armes, on retire le port d'armes. On saisit les armes. Il me semble que c'est assez incompréhensible. Et à mon avis, les Français doivent se poser beaucoup de questions quand ils entendent, quand on leur décrit cette situation-là qui conduit à cette tentative d'attentat. Dysfonctionnement de l'administration, ça vient de là, voilà. Dans la tête des Français. Ah oui. Franchement, donc, en plus, on a le renseignement. On sait. Et pourquoi on ne passe pas à l'acte? Vous pensez que le gouvernement doit prendre des mesures concernant spécifiquement les fichiers S? Je pense qu'on a les moyens. Si vous voulez, rajouter des lois. Quand vous discutez avec de vrais professionnels de l'antiterrorisme qui connaissent bien ces dossiers, ils disent on a tout simplement l'arsenal juridique pour faire les choses. C'est pas la peine d'en rajouter encore et encore et encore. Simplement, il faut faire. Et ça, c'est une question de volonté politique, de détermination. Deux, trois informations sur les fichiers S. Et 3 entre la police et la justice, parce que si chacun travaille dans son coin, ça fonctionne. C'est le grand des problème. Informations, Yves Tréhard. 2 ou 3 informations sur les fichiers S. Les fichiers S, c'est pas uniquement les islamistes, c'est toute personne réputée dangereuse. C'est-à-dire que ça peut être aussi un braqueur, ça peut être aussi un terroriste de droit commun, un régionaliste corse qui peut passer à l'acte. Enfin, ce sont des gens qui sont présumés pouvoir être à un moment ou un autre violents. Les fichiers S, ce sont des gens qui sont utiles parce qu'ils peuvent, si vous les surveillez, vous faire rentrer dans des réseaux, vous apprendre quelles sont les filières, des choses comme ça. Mais je pense que quand les présomptions sont très fortes et que le danger se rapproche, il faut simplement, ces gens-là, eh bien, les mettre hors d'état de nuire. Alors, hors d'état de nuire, il ne s'agit pas de faire comme on a entendu la course à l'échalote pendant les primaires, c'est-à-dire que les fichiers S, il faut toutes les renvoyer. D'abord, il y en a, la plupart sont français. Il faut simplement savoir les gérer. Et on a les informations, il faut pouvoir les gérer. Le problème, c'est qu'ils sont très nombreux, puisque, comme vous le savez, ils sont quelques 12 000. Deuxième thème d'actualité développé au cours de l'interview de notre invité, qui était François de Rugy, donc candidat à la présidence de l'Assemblée nationale et député réélu. Le gouvernement, ce nouveau gouvernement, Édouard Philippe II, Denis Jambard, avec le sort de Richard Ferrand qui est fixé, il quitte, il va prendre la présidence il va être candidat à la présidence du groupe La République En Marche, et puis le sort de François Bayrou qui est en suspens et qu'on n'entend pas ces dernières heures. Le gouvernement, c'était Charles Quint. Première observation, c'est le président de la République qui décide de tout. C'est ce qu'a dit François de Rugy, basiquement, ce matin. Le mot utilisé ce matin à propos de ça, elle est très bien faite. Elle est assez légitime parce qu'on savait qu'il fallait quelqu'un
d'habitués de l'Assemblée nationale, qui en connaissent les rites, les exigences, qui ensuite connaissent ce groupe. Or, il a participé à sa constitution pour tenir ce groupe de 308 députés qui est fait de beaucoup de novices. Donc, il fallait vraiment... Donc, c'est assez justifié politiquement. D'ailleurs, avant, on disait que ça pourrait être Ferrand. La deuxième chose, c'est que ça le débarrasse aussi, le président de la République, d'une bombe à retardement qui serait une mise en examen d'un ministre. Donc il règle. Il a dit, Richard Ferrand, d'ailleurs, pas question que je bénéficie d'une quelconque immunité parlementaire si des poursuites étaient engagées. Sauf que la loi prévue par M. Bayrou ne supprime pas l'immunité parlementaire. Je tiens quand même à le rappeler. Alors, s'il y avait eu une vraie révolution, l'immunité parlementaire, elle a disparu dans beaucoup de pays. Il demande à pas en bénéficier. S'il y avait une vraie révolution, ça aurait été la disparition de l'immunité. Il demande à pas en bénéficier. Bon, d'accord, mais enfin, elle existe quand même. Et alors, je ne sais pas comment on fait pour le poursuivre quand il y a une immunité qui est inscrite dans la loi. Vous parlez de François Bayrou. C'est le grand silence depuis dimanche de François Bayrou. Moi, je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron. Il a dit qu'il parlerait quand il avait envie de parler. Alors, voilà. François Bayrou, donc il va parler. On va pas tarder. Si jamais il est viré du gouvernement, il va parler. Mais c'est vrai qu'il n'a plus d'utilité. Alors, je ne dirais pas que c'est le grand perdant de ces élections législatives. Non, le MoDem a un groupe important. Parce que le MoDem s'est refait... gagner de l'argent. Refait une santé, va avoir de nouveau des moyens. Il faut voir ce que c'était avant l'élection présidentielle, le désert absolu. C'était vraiment... il n'y avait plus personne. Sinon, François Bayrou et son assistante. Et donc là, il y a des moyens qui arrivent. Après, le chef de l'État, il a réussi un double pari d'avoir une majorité absolue, mais avoir une majorité absolue aussi simplement avec son propre parti. Donc, d'une certaine manière, François Bayrou, qui était un pion indispensable avant, n'est plus qu'un supplétif. On a des informations sur ce nouveau gouvernement, donc avant demain 18h, il doit être dévoilé. Bon, on parle d'une arrivée possible de Jean-Pierre Raffarin, François Bayrou en suspens. Vous avez entendu tout ça ou pas ? Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des secrétaires d'État supplémentaires parce qu'il y a des domaines qui ne sont pas... Il a pris le pli parce qu'avant, il savait tout et on voit bien que maintenant, pénétrer dans la tête de Macron, c'est plus difficile. Oui. Non, mais je pense que Raffarin, il a déjà refusé une précédente fois. Je ne sais pas s'il va accepter. On parle de Franck Riester, député de la Seine-et-Marne, ex-républicain devenu constructif. Il a gagné contre Myriam El Khomri à Paris. Devenu constructif. Non, ça c'est pas Riester, Seine-et-Marne. Non, c'est... Coulommiers, exactement. Non, alors proche de Copé. Donc il va falloir remplacer il va falloir remplacer Ferrand parce que c'est quand même un ministère important sur l'aménagement du territoire, sur lequel très important. C'est pas tellement un ministère très politique. Pas tellement exprimé. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il veut faire? La réforme territoriale, tout ça. Et puis quelques secrétaires d'État, dont certains sont sans doute politiques. Parce que, alors, la grande question, c'est de savoir si maintenant il va nommer des gens de gauche. Parce que, pour le moment, ce gouvernement est réputé assez à droite quand même. Donc, on va voir ça. Merci. Voilà. Merci. On passe aux appellisés, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. Merci à tous. On l'a fait. La République En Marche remporte la majorité absolue avec 308 députés élus, 350 en ajoutant les sièges du MoDem. Ça veut dire en même temps humilité, parce qu'on sait que ça ne va pas être si simple et si facile, on ne va pas pouvoir régler tous les problèmes. C'est la plus belle de mes 3 victoires aux élections législatives, parce que c'est sans doute celle qui était la moins écrite à l'avance. Le Parti socialiste, lui, est balayé. Les Républicains et l'UDI deviennent la première force d'opposition avec 137 sièges. Il avait décidé de faire exploser la gauche. Il y est arrivé, probablement au-delà de ce que l'on imaginait. Le triomphe d'Emmanuel Macron est incontestable. La défaite de la gauche est incontournable. La déroute du Parti socialiste sans appel. Du côté des ministres du précédent quinquennat, ils sont pour la plupart battus. Najat Vallaud-Belkacem, Marisol Touraine ou bien encore Myrial M. Khomri. Un grand nombre de nos électeurs, les électeurs de gauche, ont été désorientés par le quinquennat dont on sort. Ils me l'ont dit. Quand on voit une gauche aussi éclatée, une droite qui ne sait plus exactement où elle est, on se dit ça fait pas envie. Encore une fois, on revient à l'abstention. Pourquoi aller voter sur ce vieux clivage vintage? Le National en a pris un sacré coup dans la tête. Et qu'il va falloir maintenant réfléchir très sérieusement au fonctionnement du mouvement et à la manière dont on doit s'organiser. Avec seulement 8 sièges remportés hier, le parti ne peut prétendre à un groupe parlementaire.
La victoire est donc amère. Je ne perds pas du tout de vue cet objectif de pouvoir, au cours des prochains mois, constituer un groupe au sein de l'Assemblée nationale. Manuel Valls, lui, sauve sa tête sur un fil. Sa victoire est d'ailleurs contestée par son adversaire. 15 minutes plus tard, Manuel Valls lui-même descend de son bureau, place ses supporters derrière lui et annonce sa victoire finale. Ce soir, je suis élu avec 50,3% des voix et pour être précis, avec 139 voix d'avance. Sur le fil, 50,3% au dernier bureau de vote. Dernier bureau de vote d'où? De l'Évry. Dans Évry, on le bat, il paraît de 12 Oui, voix. mais le dernier bureau de vote de la Circo, il fait 50,3. Ah ouais, chez les mecs de droite, là, où ça bouge. Vous comprendrez qu'un 49.3 électoral, c'est pas possible. Comme par hasard, sur ces bureaux-là, il y a une marge énorme. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Bon, allez, au revoir. Pour nous, il est difficile, en tout cas, de constater la victoire de l'ex-premier ministre. Donc nous, on la revendique aussi et on fait un recours très rapidement. Droit et respecter le code électoral. Qui dit qu'il ne faut pas vous considérer comme étant élu. C'est elle qui le dit, ce n'est pas nous. Mais alors répétez-le, hein, je suis élu. Voilà, fin de Territoire d'Info. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale sur Public Sénat. Eh bien, bonne journée à tous et à demain.